Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter mon analyse de l'entreprise et de l'action Amazon. Une entreprise mondialement connue mais qui, comme on va le voir, n'est pas la plus simple à étudier. On commencera la vidéo en regardant le business model d'Amazon, ce qu'ils font, comment ils gagnent de l'argent. On verra ensuite les spécificités de ce business et pourquoi clairement il faut s'accrocher quand on l'analyse, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Ensuite on regardera la valorisation de l'entreprise et mes chiffres personnels que j'utilise. Et enfin, est-ce que j'achète l'action et à quel prix? Et comme d'habitude, eh bien, vous avez le sommaire en description si vous souhaitez passer d'un chapitre à l'autre. Donc premièrement, le business model, il est très large et il y a de nombreux segments qui sont plus ou moins rentables, comme on va le voir. Ensuite, je tiens à le dire, l'entreprise, elle est difficile à analyser de façon conventionnelle, en regardant par exemple le PER, tout simplement car elle ne se concentre pas encore sur la rentabilité et elle investit énormément, on le verra dans le 10K. Et enfin, je tiens à le dire, comme à chaque fois, dans cette vidéo, je ne vous donne que mon avis, c'est ce que je pense de l'entreprise et vous devez vous forger votre propre opinion si vous investissez dessus. Je ne peux pas vous donner de conseils, ni d'ailleurs personne à mon avis, en tout cas c'est la philosophie que je défends, parce que si on investit sur une entreprise et qu'on ne sait pas pourquoi et qu'on n'est pas convaincu de nos calculs, de notre analyse, eh bien on va droit dans le mur, donc voilà, je tenais à le préciser comme à chaque fois. Maintenant passons sur le business model de l'entreprise et je vous ai mis cette photo qui montre un petit peu tous les segments dans lesquels ils évoluent. Donc tout d'abord il y a ce pourquoi ils ont été connus historiquement, c'est-à-dire l'e-commerce, en haut à droite ici, avec évidemment Amazon mais aussi d'autres plateformes. Ils sont ensuite dans tout ce qui est la production de contenu, de médias. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils avaient racheté MGM, on le voit ici. Puis évidemment, ils ont Twitch, ils ont Audible pour les livres, etc. Ensuite, ils ont l'alimentaire avec notamment Whole Foods qu'ils avaient racheté, c'est des grandes surfaces aux États-Unis. Ils sont aussi dans la santé avec des pharmacies. Ils sont dans tout ce qui est les objets de la maison avec les objets connectés. Ils ont ensuite des produits avec notamment la Amazon Kindle qui est connue, c'est la liseuse de livres numériques. Ils sont ensuite dans tout ce qui est évidemment le cloud, avec notamment le célèbre Amazon AWS, qui est une vraie machine à cash pour l'entreprise, mais ils ont aussi beaucoup d'autres technologies dans le cloud. Ils ont aussi d'autres types de technologies qu'on voit ici qui vendent principalement aux entreprises. Enfin, ils sont évidemment dans la logistique, avec tout ce qui est l'aviation, aussi les transports, les centrales, la distribution des colis. Et enfin, ils ont leur propre marque, avec notamment les Amazon Basic qui sont connus et qui sont pas mal de produits du quotidien qui fabriquent et qui vendent pas trop cher et qui sont directement livrés chez vous via leur système. Donc comme on le voit, Amazon c'est une entreprise qui est vraiment dans beaucoup de secteurs. Au niveau de la répartition de ces secteurs, on voit que les ventes en ligne représentent 51 milliards de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2023 publié, ce qui représente environ 40% du business. Ensuite, on voit qu'ils ont les stores physiques avec un peu moins de 5 milliards, donc ça va faire 4% du business à peu près. Ensuite, ils ont tout ce qui est les services aux vendeurs tiers. Donc là, ce sont tous les frais d'expédition, les frais de stockage, les frais de toutes les personnes en fait qui vendent sur Amazon, mais qui vendent leurs produits à eux. Donc là, on est sur du 29 milliards, donc on est en gros sur 25% du chiffre d'affaires, ce qui est aussi vraiment quelque chose qui est en croissance chez eux. Ils ont tout ce qui est les abonnements, donc là on pensera à Amazon Prime. Ils ont la publicité aussi à pas loin de 10 milliards, donc là à chaque fois ça doit peser 7-8% du business. Enfin, il y a le célèbre AWS, donc le cloud, qui pèse 21 milliards pour 127 milliards sur le trimestre. Donc on voit qu'on est sur du 20% du business. Par contre, ces 20% du business sont extrêmement rentables. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Amazon a souvent été critiqué comme le fait qu'ils avaient une seule partie de leur business qui était rentable. Maintenant, je voudrais finir sur la présentation de l'entreprise avec historiquement ce pourquoi ils se sont fait connaître. Parce que si on prend en gros comment le business se décrit, ce qu'il dit, c'est que nous voulons être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Nous sommes guidés par 4 principes. L'obsession du client plutôt que de la concurrence, entre guillemets, donc ils préfèrent se concentrer sur satisfaire le client que se battre contre la concurrence. Ils ont aussi la passion de l'invention et ils ont un engagement vers l'excellence opérationnelle, donc ils essaient d'être toujours meilleurs dans les opérations, tout simplement de simplifier les systèmes, d'avoir des systèmes vraiment efficaces. On le voit d'ailleurs avec la livraison en un jour ouvré dans de plus en plus de villes et de pays. Et enfin, ils ont toujours eu une vision long terme et ils se concentrent jamais sur le profit sur le court terme. Et si je vous parle de ça maintenant, c'est parce que je voudrais vous parler d'un concept très important qui s'appelle la flywheel. Donc en français, on appellerait ça le volant d'inertie, mais en fait, c'est l'idée d'une roue qui tourne très vite et la roue, elle tourne tellement vite qu'en fait, on ne peut pas l'arrêter facilement et tout simplement, une fois qu'elle est lancée, c'est très dur de l'arrêter. C'est un concept en fait qui est connu chez Amazon et leur objectif, c'est ils essaient d'être attrayants pour les clients. Donc Amazon, ils proposent des prix compétitifs et un service irréprochable. Donc rapidité de livraison, service après-vente irréprochable. Il y a un problème, ils vous reprennent le produit, ils vous remboursent, ils répondent au téléphone, ils sont très disponibles. Donc ils essaient vraiment d'avoir en fait un service excellent et qu'on ne puisse jamais leur reprocher grand-chose. Et ça se traduit
par une meilleure expérience client, ce qui augmente le trafic sur le site. Vu que les gens sont satisfaits, ils continuent à utiliser Amazon. Et en fait, une fois qu'on est rentré donc dans ce système, dans cette flywheel, eh bien, il est difficile d'en sortir. C'est-à-dire que maintenant, on connaît très bien Amazon Prime, on connaît les services de livraison extrêmement rapides, et très souvent, quand on a besoin d'acheter un petit objet, au lieu d'aller au magasin du coin, de prendre la voiture, de perdre du temps, si c'est quelque chose pour lequel on peut attendre un jour ou deux, on se le fait livrer. Et on fait ça tout simplement parce qu'ils ont un système extrêmement efficace et qui satisfait le client. Et là, vous avez en fait l'image qui le représente. Donc tout commence avec Amazon qui a en fait une structure de coût faible avec des livraisons extrêmement optimisées, des hangars, etc. Ce qui permet d'avoir des prix plus bas, ce qui permet d'avoir une meilleure expérience pour le client. Et donc, vu qu'on a une meilleure expérience pour le client, eh bien, on a plus de trafic, les gens viennent sur le site, et donc on a des commerçants externes qui sont extrêmement intéressés puisque la plateforme permet de faire de l'expédition pour vous, de vendre des produits, etc. Donc on a de plus en plus de produits proposés puisqu'il y a des vendeurs externes qui mettent des produits, puisque Amazon ne peut pas tout vendre, c'est pas possible. Et donc vu qu'il y a beaucoup de produits, eh bien on revient au fait que le client est satisfait et donc là, ça continue à tourner, ça boucle et le système ne fait que grossir et on essaie de toujours plus satisfaire le client. Donc voilà le concept de la flywheel. Il faut savoir que ce concept, il a été très bien décrit dans un livre, ça vous fera un petit peu de lecture si ça vous intéresse, qui s'appelle Bezonomics. C'est un livre vraiment passionnant qui explique justement toute la puissance d'Amazon, cet énorme rouleau compresseur. Et d'ailleurs, bah, vous pouvez l'écouter sur Audible, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et comme par hasard, Audible appartient à qui? À Amazon. Donc voilà, la boucle est bouclée et je voulais vraiment vous parler de ce livre qui est excellent à mon avis. Très bien, on va maintenant rentrer dans les chiffres. J'espère que vous êtes prêts. On va un petit peu s'accrocher parce que ça va être une analyse qui est un petit peu plus, entre guillemets, poussée que les autres, parce qu'on va voir justement que dans les chiffres, il y a pas mal de choses assez subtiles. Donc tout d'abord, une vue d'ensemble du business sur Finviz. C'est une entreprise qui pèse un petit peu plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour 524 milliards de ventes sur les 12 derniers mois. Donc ça fait un prix par rapport au chiffre d'affaires de 2. C'est une entreprise qui a un très très gros chiffre d'affaires parce qu'ils vendent énormément. Cependant, on voit qu'en bénéfice, ils sont qu'à 4 milliards et ça nous donne une rentabilité qui est pratiquement à zéro. On voit que l'entreprise, en fait, les marges nettes sont très 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 faibles et c'est aussi volontaire, on va le voir juste après dans le 10K. Sinon, si on regarde l'entreprise, donc on voit qu'ils ont une belle marge brute par contre à plus de 44%, mais ils redescendent très peu de profit en bas de l'income statement. Ils ont des retours sur asset, equity and investment qui sont bas. Encore une fois, ils n'optimisent pas du tout pour ça. Et au niveau de la valorisation, on le verra plus tard, mais c'est vraiment, c'est très compliqué à analyser comme ça parce qu'ils ont un PE à 250, un PER à 250, donc un prix par rapport au bénéfice. Ensuite, ils ont un prix par rapport au bénéfice l'année prochaine, d'après les chiffres des analystes, qui sera à 41, ce qui ferait une augmentation de 170% des earnings. Encore une fois, on est vraiment de partout sur les bénéfices, on va le voir plus tard, la courbe ressemble à rien pour moi, elle n'est pas exploitable. Et voilà, ensuite on voit qu'ils n'ont pas de flux de trésorerie disponible, puisqu'il n'y a pas de price de free cash flow. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de flux de trésorerie disponible positif, ils doivent être en négatif. Je vous propose maintenant de rentrer dans les documents financiers. Donc là, c'est le 10K et le 10Q, donc le rapport annuel et le rapport trimestriel. Pour information, d'abord, ce que fait le business, eh bien, vous l'avez au début, à chaque fois, c'est obligatoire, c'est demandé par les autorités américaines. Et donc ensuite, vous avez toutes les informations, les risques sur le business, etc. C'est vraiment des documents que j'encourage tout le monde à lire. Donc ensuite, si on continue, on va voir ici, encore une fois, la répartition du chiffre d'affaires. On voit qu'ils ont des grosses catégories et après des sous-catégories qu'on va regarder. Donc ils ont AWS ici, où on voit qu'on a fait 80 milliards de chiffre d'affaires en 2022 pour un total de 513 milliards. Et le reste, eh ben, c'est North America et International. Et donc là, ce sont toutes les ventes sur Amazon et tout le reste du business. Donc en fait, ils séparent AWS dans leurs documents financiers. Ensuite, si on continue, là, je vous disais, ils vont le découper un petit peu plus. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est la photo, en fait, que je vous ai montré un petit peu plus tôt sur le slide. Et donc, on retrouve bien cette fois en annuel. Donc, tout ce qui est la vente en ligne avec 220 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, voilà, après, je ne vais pas vous le relire entièrement. Vous avez les magasins physiques, les services aux vendeurs, les abonnements, la publicité et le cloud. Donc, vous pouvez faire pause si vous voulez voir le découpage. Mais tout à l'heure, on l'a regardé en trimestriel et là, on le regarde en annuel. Globalement, c'est à peu près la même chose. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va regarder les croissances de l'entreprise selon les segments, parce que c'est très important et ça a fait du bruit il n'y a pas longtemps, notamment sur le cloud. Donc je zoome un petit peu. Alors tout d'abord, on va voir que la croissance sur un an au niveau des ventes en ligne, elle est de seulement 3%. Je tiens à dire, le business est passé à travers la pandémie et ils ont des chiffres qui ont explosé à l'époque. Et moi, personnellement, je suis toujours impressionné qu'en 2022 et en 2023, malgré des chiffres impressionnants auxquels on s'est comparé pendant la pandémie, ils ont continué à réussir à avoir un tout petit peu de croissance. Et ça, c'est vraiment impressionnant pour moi sur le business. Ensuite, on voit que sur les magasins physiques, ils ont une belle croissance qui se balade aller entre 7 et 12-13% depuis quelques trimestres. Au niveau des services aux revendeurs, donc aux personnes qui sont sur leur plateforme, là on a une très belle croissance. Donc ici on n'oubliera pas que c'est tout ce qui est les frais de gestion, les frais pour envoyer les produits, puis aussi les frais sur les ventes. Pour information, si vous allez sur le 10K, tout est décrit ici.
Donc ici, vous voyez qu'on parle notamment donc, des commissions sur tout ce qui est emballage, expédition et donc tous les services qui refacturent aux personnes qui vendent sur leur plateforme. Ensuite, on continue sur la croissance. Les abonnements, on voit une très belle augmentation qui est constante depuis plusieurs trimestres, entre en gros allez, 15-17%. Et là, on est sur tout ce qui est les abonnements, donc tous les abonnements que vous retrouverez chez Amazon, Prime, Audible, etc. Ensuite, vous avez la publicité, et ça, c'est extrêmement encourageant. Amazon est vraiment en train de devenir une entreprise qui est de plus en plus gros dans tout ce qui est la publicité en ligne, tout simplement sur leur plateforme, puisque les vendeurs payent de la pub sur Amazon pour que leurs produits soient mis en avant. Et là, vous avez quand même une croissance sur les chiffres d'affaires qui se baladent entre 20 et 30% selon les trimestres. Donc c'est excellent. Et enfin, on va arriver à l'endroit où ça fait un petit peu mal, c'est le cloud. Donc AWS, et ben, si vous regardez, on avait des belles croissances entre 20 et 30% sur les trimestres d'avant. Et là, on voit qu'effectivement, on est en train de baisser sur un an à seulement 16%. Et oui, le business ralentit un petit peu ce cloud. C'est pas étonnant. Et on le retrouve aussi sur toutes les autres entreprises dans le cloud, Google, Microsoft, etc. Globalement, eh bien, les entreprises ont beaucoup moins d'argent à dépenser sur les clouds, donc elles sont vraiment en train de serrer la ceinture parce que ben voilà, on est dans des temps économiques un petit peu plus difficiles, les entreprises coupent leur budget. Cependant, je tiens à le dire, AWS est toujours leader dans le cloud, mais Microsoft avec Azure est en train de prendre de plus en plus de parts de marché. Alors après, tout le monde prend des parts de marché, c'est-à-dire que le marché est tellement gros et il est tellement en train de grossir que aussi bien Google avec Google Drive que Microsoft avec Azure que AWS, enfin que Amazon avec AWS, tout le monde est en train de prendre des parts de marché. Cependant, il y a eu une petite déception sur cette croissance, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'embête de trop parce qu'on a des belles croissances sur les autres parties du business et surtout, je pense que ce business, il restera rentable, ils vont pas perdre leur part de marché. On a beaucoup trop d'applications et de sites qui sont déjà sur Amazon, AWS pour que ça disparaisse du jour au lendemain. Cependant, moi, ce qui me plaît surtout, c'est que les autres parties du business sont en train de rentrer en croissance et si un jour ils décident d'augmenter en rentabilité, eh bien clairement, ça pourrait faire une entreprise qui va commencer à générer beaucoup de cash. Et justement, en parlant de cash, eh bien, je vous amène de suite sur le cash flow statement. Et donc, vous avez ici le document qui résume les entrées et les sorties de cash, donc d'argent dans les comptes de l'entreprise. Et comme vous le voyez ici, le cash qui sort des opérations, on voit qu'on a un très bon cash à plus de 46 milliards. Alors on a baissé un petit peu par rapport à 2020. 2020 a été une année incroyable pour Amazon. Cependant, voilà, on se tient très bien. Vous voyez entre 2021 et 2022, malgré les difficultés économiques. Cependant, comme vous savez, le flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow en anglais, c'est le flux de trésorerie sorti des opérations moins les capex. Les capex, c'est les investissements pour faire tourner l'entreprise, racheter des machines, des entrepôts, etc. Et là, si vous regardez, eh bien, vous voyez qu'on a dépensé donc en investissement plus de 63 milliards, ce qui nous donne un free cash flow et donc un flux de trésorerie disponible en français négatif à moins 16,98 milliards sur 2022. Et c'est un chiffre que vous retrouvez facilement si vous allez sur la courbe en annuel du free cash flow, donc du flux de trésorerie disponible, vous retrouvez vos moins 16,98. Donc voilà, je le fais pour vérifier à la calculette et je retrouve la même valeur. Donc au final, ça veut dire que l'entreprise ne se concentre pas du tout à avoir un flux de trésorerie disponible positif. Elle redépense tout son cash pour racheter des hangars, des machines, etc. Et on le retrouve très bien ici. Et donc on va le voir plus tard, si on fait un price to free cash flow, donc un prix par rapport au flux de trésorerie disponible pour essayer de déterminer si l'entreprise est chère ou pas en ce moment, c'est pas possible parce que l'entreprise ne cherche pas du tout à optimiser ça. Et d'ailleurs ici c'est vrai pour le CAPEX, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est recherche et développement, etc. C'est ce que je voulais vous montrer avec le Statement of Operation. Donc là vous voyez, je vous ai mis en orange cette ligne parce qu'en fait tout simplement, on voit qu'ils ont envoyé en 2022 pour 73 milliards de dollars et en fait qu'est-ce que c'est? Globalement c'est la recherche et développement. Si vous allez en bas, c'est expliqué. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment gratter dans ces documents pour aller voir de quoi on parle. Et si je cherche donc technologie, on a vu juste avant, alors on va le faire en direct, sinon je vais couper, voilà, on est là. Et donc si vous regardez, en fait, technologie et content, c'est tout ce qui est les salaires, la recherche et développement pour développer de nouveaux produits, des nouveaux designs, pour aussi faire tourner les serveurs, etc. Donc en fait, l'entreprise aussi sur les bénéfices, comme on le voit ici, c'est très compliqué d'avoir une courbe qui va être bien belle et les marges sont un petit peu de partout parce qu'elle est en train de réinvestir de façon impressionnante. Alors je vais vous le remontrer, c'était ici, voilà. Et on finira juste sur le balance sheet, juste pour voir le cash et la dette. Donc on voit qu'ils ont un petit peu plus de 53 milliards de cash en stock en 2022 et on voit qu'à l'époque, ils avaient des dettes à court terme autour de 80 milliards, ce qui va nous donner un ratio de capacité à rembourser la dette sur le court terme un petit peu en dessous de 1. Ce n'est pas quelque chose de très inquiétant pour moi, mais je tenais à le souligner. Donc voilà un petit peu pour les chiffres de l'entreprise, et je voulais vraiment vous expliquer que l'entreprise en ce moment, elle réinvestit beaucoup et qu'elle ne cherche pas forcément à être profitable. Et c'est pour ça que tous ces ratios sont un petit peu de partout et qu'on n'arrive pas vraiment à lire l'entreprise. Et donc ça m'amène à la valorisation et aux difficultés justement à lire ce business si on va juste sur un site internet qui résume 3-4 indicateurs. En fait, il est difficile de suivre Amazon avec un PER ou un prix par rapport au flux de trésorerie disponible, car l'entreprise, elle n'a
que la marge brute qui est stable. D'ailleurs, vous la voyez, elle est juste ici. Elle est en belle augmentation sur de nombreuses années, donc elle est plutôt bien gérée. Et après, ben, on a le problème des CAPEX. On a vu, ils réinvestissent massivement sur des hangars, des machines, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le CAPEX. Ce qui fait que vous avez en fait des marges opérationnelles et des marges nettes qui font complètement le yo-yo, qui se baladent autour de 0 à plus 2, à moins 1. Et donc, c'est pas forcément utilisable du coup sur le PER et le price to free cash flow. Et donc du coup, bah, comment on va faire pour traquer Amazon historiquement, pour comparer si elle est chère par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et aussi après à projeter dans le futur? Eh bien, il va falloir trouver des données qui sont exploitables. Et donc là, bah, on va remonter en haut de l'income statement pour voir des lignes et des courbes qui sont un petit peu plus stables. Et on peut donc penser au chiffre d'affaires. Je vous ai mis la courbe juste en dessous ici, on voit qu'elle est dans une belle augmentation. Tous les ans, on augmente le chiffre d'affaires, et donc ça, c'est des choses beaucoup plus stables sur lesquelles on peut se baser. On va maintenant passer donc sur des courbes individuelles pour visualiser tout ça. Donc tout d'abord, si vous regardez ici, vous avez le chiffre d'affaires en bleu, et ensuite en pointillé rouge, vous avez la marge nette, et en vert, vous avez les bénéfices. Et ce qui se passe, bah, vous regardez dans le temps, le chiffre d'affaires, lui, il est en belle augmentation et il est assez stable. Par contre, la marge, eh ben, elle fait un peu n'importe quoi, et les revenus nets, donc le bénéfice, fait aussi n'importe quoi. C'est pour ça que c'est très difficile à utiliser pour projeter, ou en tout cas pour comparer avec le passé. Maintenant, si on continue, on prend le PE ou le PER. Eh bien, vous voyez que la courbe, elle ressemble un petit peu à rien. Et si je vous la zoome sur les dernières années, on voit qu'on est à 150, puis 80, puis 120, et puis bam, on vient à zéro parce qu'on n'a pas eu de bénéfice sur un trimestre, et ensuite on remonte encore. Donc c'est pareil, c'est pas exploitable comme courbe à mon avis. Ensuite, si je vous prends le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, même problème. On voit qu'on s'est baladé sur de nombreuses années à 50, et puis on est monté à 150, puis on est redescendu à 40, puis on est monté à 230, et aujourd'hui on est même revenu à zéro, donc le flux de trésorerie disponible est carrément négatif. Donc encore une fois, ce n'est pas un indicateur qui est exploitable à mon avis. Maintenant, on continue et on revient sur les revenus. Eux, par contre, on a une belle croissance. Si vous regardez sur 10 ans, on a fait plus de 20% de croissance en composé. Et sur les dernières années, pareil, on s'est baladé autour de 10, allez, 15, 10, 15 sur les dernières années, on a eu un petit ralentissement. Ça m'amène à dire que, par exemple, on pourrait très bien utiliser le prix par rapport au chiffre d'affaires. Vu que le chiffre d'affaires, il a une belle croissance dans le temps assez constante, eh bien, si vous regardez la courbe, elle ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose. On voit que l'entreprise, eh bien, elle a été beaucoup plus chère en 2020-2021, et là, effectivement, elle a bien corrigé sur le graphique, alors que le chiffre d'affaires continue à monter, certes moins vite, mais il monte quand même, et bien, ça se retrouve directement sur la courbe. Vu que le prix de l'action a très fortement corrigé, on voit ici de plus de 40% par rapport au point haut, et bien forcément, le prix ayant fortement baissé et le chiffre d'affaires continuant à augmenter, même s'il augmente un peu moins vite, on a le ratio qui dégringole. Donc le prix par rapport au chiffre d'affaires, ou le price to sales en anglais, pour moi, clairement, sur Amazon, on peut le regarder. Alors certes, le problème, c'est qu'on ne parle pas ici de marge, c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas ce qui gagne, mais je trouve que la courbe est quand même pertinente. Maintenant, pour moi, l'autre indicateur qu'on peut vraiment utiliser sur Amazon, c'est en se basant sur le cash flow issu des opérations. Et pour rappel, ce cash flow venu des opérations, en fait, vous le retrouvez dans le cash flow statement, et c'est ces fameux chiffres que je vous ai montrés ici, avant qu'on retire le CAPEX pour obtenir le free cash flow. Et ce cash issu des opérations, j'aime le regarder sur Amazon parce que c'est avant qu'on réinvestisse tout. Parce que justement, Amazon prend tout son cash pour le réinvestir pour être toujours plus performant et toujours offrir plus à leurs clients et à toujours améliorer leurs services. Mais moi, j'ai quand même envie de voir si le business en lui-même, eh ben, il fonctionne. Est-ce qu'il génère de l'argent avant qu'on le dépense? Et si je regarde le free cash flow, ben, je ne veux pas le voir parce qu'on a déjà tout dépensé, on a fait la soustraction. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder cet indicateur parce qu'il me permet de regarder les activités en elles-mêmes de l'entreprise. Et donc ça va maintenant m'amener à l'indicateur du prix de l'action par rapport à ce flux de trésorerie opérationnel. C'est ce qu'on appelle le price to operating cash flow en anglais. Et donc en fait, c'est ce graphique. Et si vous le regardez, on voit qu'historiquement, ben pareil, globalement, il n'est pas très instable. Il se balade entre 20 et 40 depuis 10 ans. Et si vous regardez sur les dernières années, on voit effectivement qu'on est monté assez haut. L'entreprise, elle était un petit peu plus chère en 2021-2022. Et là, on s'est complètement effondré. Maintenant, pourquoi il s'est effondré? Eh bien, encore une fois, deux raisons. Le prix de l'action qui a baissé, on l'a vu tout à l'heure, l'action a fortement corrigé depuis un an, et aussi l'operating cash flow qui avait un petit peu baissé. Par contre, là, si vous regardez, il est en train de remonter. Donc ça veut dire que l'entreprise, globalement, elle a un operating cash flow qui est en train de se reprendre. Ils ont passé une difficulté économique, mais ça va mieux. Le prix de l'action a fortement dégringolé, donc le numérateur est plus faible et le dénominateur est en train de monter. Ce qui fait qu'en fait, que l'entreprise, globalement, est bien aujourd'hui, si vous la comparez au niveau de son prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, eh bien, elle est pas chère historiquement. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'acheter? C'est ce qu'on va voir juste après sur les projections. Mais cependant, je tiens à le dire qu'effectivement, si vous regardez juste cet indicateur, aujourd'hui, on la paye assez peu cher par rapport aux années précédentes si on compare le prix de l'action par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Cependant, comme je vous le disais juste avant, ce n'est pas tout, et maintenant, on va faire les projections. Et ça, je tiens à le dire, il ne faut jamais oublier qu'on peut faire du retour sur investissement.
Le business, il peut être aussi prometteur et vendeur que possible. Si on le paie à un prix merveilleux, eh bien, ça ne fera pas forcément de retour sur investissement désiré sur le long terme. Si on le paye trop cher, on le paye trop cher. Et c'est pour ça qu'on doit projeter les finances de l'entreprise dans le futur selon nos propres hypothèses. Et ensuite, on va actualiser dans le présent avec le discount rate, qui est tout simplement le retour sur investissement que l'on souhaite faire, pour connaître le prix à payer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dissocie toujours les indicateurs financiers qui vous donnent une bonne indication sur ce que le marché est en train de faire en ce moment, à quel point le marché est prêt à payer l'action par rapport à différents éléments du bilan financier. Par contre, ça ne vous dit pas combien vous devez la payer concrètement. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je tiens à le dire, ça va être très compliqué de projeter le flux de trésorerie disponible ou de faire un modèle DCF, tout simplement parce que le free cash flow, il fait n'importe quoi, tout simplement parce que, comme on l'a vu, ils réinvestissent beaucoup d'argent en CAPEX, donc la courbe n'est pas vraiment exploitable. Donc moi, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais faire une projection sur les flux de trésorerie issus des opérations, donc l'operating cash flow, et je vais aussi, pourquoi pas, déterminer les bénéfices futurs en faisant une projection sur le chiffre d'affaires et en estimant la marge nette que je pourrais avoir. Et je tiens à dire, juste avant de passer sur les tableaux chiffrés, je vais par contre utiliser des chiffres très conservateurs sur la croissance par rapport à la croissance historique. Car je ne pense pas personnellement que la croissance passée d'Amazon soit représentative de la croissance future. Pour moi, on est sur une entreprise qui est quand même sur la fin de sa courbe en S. Évidemment, elle pourrait très bien innover et reprendre beaucoup de croissance. Cependant, c'est un business énorme qui fait plus de 500 milliards de chiffre d'affaires. C'est vraiment des chiffres quand même qui sont très élevés. Et donc, je pense qu'elle est un petit peu en ralentissement. Par contre, moi, ce que ça me fait dire, c'est une entreprise, si elle commence à se concentrer sur la rentabilité et qu'elle arrête d'investir de façon aussi impressionnante dans le futur, elle va commencer à gérer énormément de cash, puisque quand on fait 500 milliards de chiffre d'affaires, si on est capable de descendre 10% en bénéfices ou 10% en flux de trésorerie disponible, ça va commencer à faire des chiffres conséquents qui pourront être peut-être redistribués ou réinvestis. Donc on va maintenant aller voir mon analyse chiffrée. Pour rappel, pour ceux qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, vous avez accès au tableau dans le module 10, et on voit ici que moi je commence à regarder l'entreprise sous les 120 $, et donc ensuite on peut aller sur le lien, et ça permet d'arriver au tableau de calcul que je vais voir quand même avec vous sur YouTube. Comme ça, on va regarder un petit peu ce que j'ai estimé. Donc globalement, j'ai pris l'operating cash flow de 2022 sur lequel j'ai projeté une croissance que j'ai mis autour de 10%, puis 12, puis 10, puis 8%. Je vous dis ça tout simplement parce que le business est en train de souffrir en ce moment. Je pense qu'il va clairement réaccélérer en 2024 et 2025, c'est mes prévisions, mais je vois l'économie repartir, peut-être les taux rebaisser, etc. Et après, sur le très long terme, je ne peux pas mettre plus de 6-8% grand maximum, parce qu'encore une fois, je veux être très raisonnable sur ce business. C'est un business qui est très gros et qui aura évidemment plus de difficultés à croître qu'il y a 10 ans. Cependant, quand même, si vous regardez historiquement, on a eu des croissances qui étaient de plus de 27% en composé sur les dernières années, donc 27% par an sur l'operating cash flow. Donc clairement, je suis extrêmement prudent, je pourrais prendre des chiffres plus élevés, mais c'est mon choix que de ne pas le faire. Donc ensuite, voilà, je remplis toutes les cases, c'est écrit, on ne va pas passer longtemps à décrire quelles sont ces cases. Et ensuite, si vous regardez, par contre, maintenant, il faut que j'estime combien le marché serait prêt à me payer l'action dans le futur. Moi, personnellement, je vais me placer entre 25 et 30. On voit là qu'on est entre 24 et 32. La courbe se balade. Et franchement, elle a un très bon tracking. Donc, on voit qu'historiquement, depuis 10 ans, le marché est à peu près prêt à payer ça sur l'entreprise. Donc, moi, je me suis mis sur un price to operating cash flow à 28, ce qui me donne un prix à payer aujourd'hui si je veux faire 10% de discount rate, donc 10% de retour sur investissement par an au minimum, avec 10% aussi de marge de sécurité, un prix à payer à 116 $ ou moins. Donc voilà pour la projection sur les flux de trésorerie opérationnels. Ce que l'on peut faire aussi, mais vous allez voir que c'est plus compliqué honnêtement, c'est de projeter sur le bénéfice, mais je vais être obligé d'estimer une marge nette dans le futur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la marge nette, elle est proche de zéro, ou en fait, surtout ce qui se passe, c'est qu'elle est très instable. Vous voyez que j'ai des trimestres où je suis à 4%, puis je monte à 7-8%, puis je redescends à 0%. C'est parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, globalement, ils investissent beaucoup et ils se moquent complètement d'avoir du bénéfice pour l'instant. Donc là, ce que j'ai fait dans ce modèle, mais je l'ai écrit en bas, c'est quand même extrêmement limité, je préfère largement utiliser sur l'operating cash flow. Cependant, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé que sur le long terme, donc là, dans ce cas-là, dans 5 ans, l'entreprise serait capable d'avoir des marges nettes autour de 8%. Je pense qu'il ne faut pas que j'aille plus haut des 10% parce qu'on reste quand même sur du retail, donc c'est de la vente de produits sur Internet, etc. On n'est pas non plus que sur du logiciel avec le cloud, il y a aussi d'autres parties du business et je ne les vois pas du tout faire 20 ou 30% de marge nette. Ce n'est que mon avis, ce n'est mes chiffres et c'est pour ça que je dis tout le temps, les limites arrivent là. C'est-à-dire que ça reste mon avis, mes chiffres, et c'est mon argent que je vais investir, et vous devez vous faire votre propre opinion. Donc bref, j'ai mis ma croissance sur mon chiffre d'affaires, j'ai mis mes marges nettes
que j'estime. Comme je l'ai écrit en bas, il n'est pas du tout simple de déterminer un PER dans le futur, car à l'inverse du flux de trésorerie opérationnel, eh ben, on ne peut pas s'appuyer sur la valorisation passée. Si vous prenez la courbe, vous regardez là depuis quelques années, on voit qu'on est avec des PER qui sont autour de 80, puis de 120, etc. Donc ça fait un peu le yo-yo et c'est impossible de se baser dessus. Donc moi, je vais partir sur un earning yield aux autour de 4 à 5%. Donc le rendement au niveau du bénéfice annuel. Donc ça veut dire qu'on ferait 4 à 5% du prix qu'on a payé par an en bénéfice. Et donc c'est ce que je serais prêt à payer personnellement dans le futur. Je dis que c'est ce que je serais prêt à payer parce que je suis en train de me comparer à d'autres gros business, d'autres vraiment machines à cash, comme par exemple des Apple, des Microsoft, des Baba, etc. Et au niveau de la concurrence, à part Alibaba ou peut-être des Walmart, mais c'est pas du tout du en ligne, donc on peut pas vraiment comparer, c'est dur de trouver des concurrents à Amazon avec qui se comparer. Donc encore une fois, je suis obligé de m'imposer un PER dans le futur entre 20 et 25, ce qui me ferait un earning yield autour de 4 à 5. Donc on voit qu'ici je suis parti sur 25 et ça me donnerait un prix à payer aujourd'hui autour des 90 $, donc plus bas que l'autre analyse. Mais honnêtement, je l'ai mis en premier au niveau des onglets. Moi, personnellement, je me base sur l'operating cash flow pour Amazon. Donc maintenant, on va arriver à l'avis des analystes et après, on fera la conclusion. Au niveau de l'avis des analystes, vous savez, j'aime toujours le regarder par la suite pour avoir un petit peu une idée de combien eux, ils sont prêts à payer. Et on voit qu'ils seraient prêts à payer l'entreprise autour de 135 $ aujourd'hui. On a quand même 36 recommandations à l'achat et une recommandation en conservation et 0 recommandation à la vente. Donc on voit qu'ils sont prêts à la payer un petit peu plus cher que moi. Je ne connais pas leurs hypothèses. C'est aussi là la limite de regarder les avis des analystes parce qu'on ne connaît pas toutes leurs hypothèses. Mais je tenais à montrer que voilà, globalement, je la paye un petit peu moins cher qu'eux, mais c'est pas déconnant. Maintenant, la conclusion. Tout d'abord, je tiens à le dire évidemment, on n'a pas pu parler de tout. C'est un résumé, je ne peux pas présenter toutes mes recherches. Par exemple, j'aurais bien aimé parler du potentiel de croissance du business dans la publicité, dans la logistique, dans l'intelligence artificielle. Il y a aussi des risques qu'il faut prendre en compte, comme ils ont investi beaucoup d'argent dans Rivian, dans les véhicules électriques, eh ben, ça pourrait faire des pertes d'argent. Il y a aussi de la concurrence dans le cloud avec Microsoft, avec Google. Donc voilà, évidemment, c'est des risques à prendre en compte et je ne peux pas tout mettre dans cette analyse parce que déjà, je pense que la vidéo va être bien longue. Donc, au final, je vais vous laisser mener votre propre analyse et vous serez responsable, et comme moi je le suis. Cependant, voilà, des questions que moi je me poserai et après combien je suis prêt à la payer. Donc déjà, moi je me dirais, est-ce que je comprends bien le business? Est-ce que je crois dans le futur? Comme vous l'avez vu, c'est un business qui est pas facile à comprendre. C'est pas non plus très simple d'estimer la croissance. Est-ce que vous pensez aussi qu'ils vont réussir à devenir rentables? Est-ce que ça va devenir, comme je le pense, une vraie vache à lait, une machine qui peut générer énormément de cash et donc qui payera peut-être un jour un dividende? Est-ce qu'ils vont continuer à croître? Moi, personnellement, sachez que j'ai racheté l'action autour des 85 $, des 95 $ et des 100 $ et je DCA doucement. Aujourd'hui, l'action est à 105 $ et je continuerai à l'acheter si elle rebaisse un petit peu. Et voilà, je fais du DCA globalement sur le long terme jusqu'à que la position soit assez grosse dans mon portefeuille, sachant que j'ai déjà quand même une bonne position dessus. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, elle était un petit peu longue, mais je pense que c'était important de rentrer en détail sur le business et pourquoi je lui donne des valeurs avec des indicateurs différents qu'à mon habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que je fais fausse route ou est-ce que vous pensez un petit peu comme moi sur le business. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, comment je fais des analyses d'entreprise, pourquoi j'investis sur le long terme, etc. Vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo gratuits que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, j'ai eu des retours très positifs dessus et d'ailleurs je les ai refaites complètement, donc elles sont mises à jour depuis maintenant une semaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même pourquoi pas passer dire bonjour sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude et à très bientôt pour une prochaine vidéo.